Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La Bourse aux livres, série dans laquelle je présente régulièrement des livres sur l'investissement en bourse. Alors dans cet épisode, je vais me focaliser sur un livre qui s'intitule The Warren Buffett Stock Portfolio, donc en français le portefeuille de Warren Buffett, dans lequel les auteurs nous présentent la stratégie d'investissement de Warren Buffett et surtout nous présentent comment estimer un rendement attendu sur base du BPA, donc du bénéfice par action. Et donc nous verrons comment utiliser cet outil sur des entreprises qualitatives. Je vous montrerai quelques exemples. Alors selon Warren Buffett, le meilleur moment pour acheter des actions, c'est lorsque personne n'en veut. Cela est vrai de manière globale lors des marchés baissiers, donc des bear markets, et de manière individuelle lorsqu'une entreprise qualitative subit une crise passagère. De temps en temps, les entreprises les plus qualitatives, donc celles ayant un avantage compétitif durable que j'appelle ACD, cotent à des prix et à des ratios de valorisation extrêmement faibles, et donc ces situations offrent un rendement annuel garanti de 8 à 12% par an en moyenne à long terme, nous disent les auteurs de ce livre. Mieux encore, lors des récessions, ces entreprises s'offrent à des prix plus que raisonnables, offrant ainsi un rendement supérieur à 12% par an en moyenne à long terme. Alors, les auteurs de ce livre nous apprennent que Warren Buffett achète de manière très sélective lorsque tout le monde se met à vendre. Il ne se focalise en effet que sur les entreprises ayant un avantage compétitif durable, donc sur les entreprises les plus qualitatives. On y apprend également que Warren Buffett n'achète plus lorsque le marché devient extrêmement cher et laisse sa position cash augmenter grâce aux dividendes qu'il perçoit. Buffett ne fait pas grand-chose généralement lors des 2-3 dernières années d'un marché haussier, il attend tout simplement les soldes. Les auteurs de ce livre nous apprennent qu'au début de sa carrière, Warren Buffett avait tendance à clôturer toutes ses lignes lorsque les ratios de valorisation devenaient insoutenables. Désormais, Warren Buffett ne touche pas à ces lignes hors valeur cyclique, c'est ce qu'on a vu au mois de mars avec la liquidation des compagnies aériennes, mais il laisse le cash s'accumuler pour pouvoir redéployer celui-ci lorsqu'une opportunité se présente ou lors d'un marché baissier. L'une des clés de la réussite de Buffett, c'est qu'il a des liquidités lorsque les autres investisseurs n'en ont plus. Et il utilise les liquidités dont il dispose lors de chaque marché baissier, donc bear market qui se produit tous les 5 à 10 ans. Alors on a pu voir en mars 2020 que Warren Buffett n'avait pas forcément eu le temps de passer à l'action puisqu'il n'avait pas forcément eu le temps de déployer ses liquidités, en tout cas de trouver des opportunités suffisamment intéressantes pour déployer ses liquidités. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway, donc le fonds de Warren Buffett, possède à peu près 150 milliards de dollars de liquidités et je suis convaincu que Warren Buffett utilisera ces liquidités à bon escient lors du prochain marché baissier. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ensemble l'évolution de la stratégie d'investissement de Warren Buffett. Alors, au début de sa carrière, Buffett tomba sous l'influence de Benjamin Graham, donc le père fondateur de l'investissement dans la valeur. Graham était au départ un investisseur en obligations, puis il transposa sa théorie aux actions. Graham fit quasiment faillite lors du krach de 1929, krach pendant lequel le Dow Jones, donc l'indice de référence à l'époque, chuta de près de 90%, passant de 380 à 43 entre 1929 et 1932. Il fallut ainsi attendre 1956 pour que le Dow Jones revienne sur les niveaux de 1929. Alors ce qu'il se passa à l'issue du krach de 1929, comme après chaque krach, c'est que les plus belles entreprises remontèrent relativement rapidement. Par contre, les entreprises de seconde zone restèrent décotées pendant très longtemps. Alors ce que fit Graham, c'est qu'il se spécialisa du coup dans l'acquisition d'entreprises de seconde zone à prix très décoté. L'idée était alors d'acheter 1 dollar pour 50 cents. Alors Buffett utilisa l'approche de Graham dans les années 50 et 60, mais à la fin des années 60, Buffett ne trouvait plus d'opportunités. Or l'approche de Graham nécessite d'avoir un portefeuille diversifié. Et donc lorsqu'on n'a pas suffisamment d'opportunités, on a un portefeuille qui peut manquer de diversification. En 1969, Buffett fit ce que Graham n'avait pas su faire en 1929, à savoir sortir d'un marché extrêmement bullesque. Buffett ferma ainsi son partnership, donc son fonds, resta 100% cash pendant 3 ans, puis en 1973, le pétrole flamba, les taux d'intérêt à 10 ans passèrent de 5 à 10% donc aux États-Unis, et le Dow Jones chuta de 45% en 18 mois. A noter que dans le même temps, le fonds de Charlie Munger enregistra un drawdown de moins 53%, donc une chute de la valeur du fonds de Charlie Munger de 53%.
À la fin de l'année 1974, Buffett fit son retour sur les marchés, mais délaissa l'approche de Graham pour se focaliser exclusivement sur les entreprises les plus qualitatives, donc les entreprises ayant un avantage compétitif durable. Buffett remplaça ainsi les cigar butts, qu'il considérait comme de mauvais investissements à long terme, par des entreprises ultra qualitatives qui pouvaient être conservées à très long terme en portefeuille. Cette transition vers des entreprises beaucoup plus qualitatives permettait à Buffett de réduire son turnover et donc de réduire les frais associés à la gestion de son portefeuille. En 2007, Buffett trouvant le marché de nouveau surévalué, il laissa le cash de Berkshire s'accumuler pour atteindre 37 milliards de dollars, cash qui allait permettre à Buffett de saisir de belles opportunités 2 ans plus tard. Alors les auteurs de ce livre nous posent la question suivante: que faisaient les partisans de l'approche de Benjamin Graham en 2008-2009 ? La réponse est simple, ils perdaient beaucoup d'argent comme la plupart des investisseurs. Et ceci pourquoi ? Tout simplement parce que les entreprises de seconde zone ont tendance à fortement chuter lors des marchés baissiers. Buffett est ainsi passé d'une approche value à la Graham à une approche GARP, donc Growth at a Reasonable Price, en essayant d'entrer en portefeuille à prix raisonnable si possible des entreprises qualitatives ayant un avantage compétitif durable. Alors l'approche de Buffett se résume en 5 points. Premièrement, avoir une réserve de cash à disposition, c'est-à-dire avoir des liquidités que l'on peut redéployer soit en marché baissier, donc en bear market, soit que l'on peut redéployer lorsqu'une opportunité se présente sur un titre en particulier, et notamment sur un titre qualitatif, c'est-à-dire sur une entreprise ayant un avantage compétitif durable. L'approche de Buffett consiste deuxièmement à allouer cette réserve de cash lorsque les prix sont favorables, donc soit, je viens d'en parler, en bear market, donc en marché baissier, soit lorsqu'une opportunité se présente sur une entreprise qualitative. Troisièmement, l'approche de Buffett consiste à se focaliser sur la micro plutôt que sur la macro, en occultant si possible la macroéconomie, ce qui suppose bien entendu d'avoir une watchlist, c'est-à-dire une liste de suivi des entreprises les plus qualitatives. Et puis, cinquième et dernier point, son approche, donc l'approche de Warren Buffett, consiste à conserver ces entreprises ultra qualitatives à long terme, c'est-à-dire à faire du buy and hold. Mais bien entendu, l'idée est de faire du buy and hold sur du qualitatif et non pas sur des entreprises de seconde zone. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une entreprise qualitative selon Buffett ? Premièrement, c'est le fait que les bénéfices sont prévisibles au cours du temps, et donc lorsque ces bénéfices sont prévisibles, c'est qu'on a affaire à une entreprise ayant un avantage compétitif durable. Deuxièmement, ça va être l'ancienneté des produits ou des services vendus, et donc lorsqu'on a une entreprise qui vend des produits ou des services depuis très longtemps, c'est là aussi qu'on a affaire à une entreprise ayant un avantage compétitif durable. Alors Warren Buffett se focalise énormément sur le résultat net au cours du temps, donc sur le BPA. Le BPA, je vous rappelle que c'est le bénéfice par action, c'est simplement le résultat net divisé par le nombre d'actions. Et donc Warren Buffett s'assure que le résultat net ou le BPA soit consistant au cours du temps. Il considère que lorsque le résultat net ou le BPA est consistant au cours du temps, il s'agit d'un bon investissement à long terme. Et alors, dernier point très important, il considère que le résultat net ou le BPA doit être idéalement positif et croissant au cours du temps. C'est ce qu'on va regarder ensemble avec des exemples. Alors le premier exemple qui est présenté dans le livre, c'est celui de l'entreprise Procter & Gamble. Et donc on a ici le bénéfice par action en dollars de l'année 2001 à l'année 2011. Et donc on va s'assurer premièrement que le résultat, ici c'est le résultat net par action, donc le bénéfice par action est positif année après année, c'est bien le cas ici. On n'a aucun chiffre négatif. Et puis deuxièmement, on regarde s'il est croissant au cours du temps. On part de 1,56 $ de BPA en 2001 et on voit que celui-ci est croissant au cours du temps, puisqu'on passe de 1,56 à 1,80, puis 2,04, 2,32, 2,53, 2,76, 3,04, 3,64. On voit que ça baisse un peu ici en 2009, 3,58, puis 3,53 en 2010, et puis le bénéfice par action repart à la hausse en 2011, 3,98. Donc on a affaire ici à une entreprise ayant un BPA consistant au cours du temps, c'est-à-dire toujours positif, c'est-à-dire qu'elle fait du profit année après année, et puis on a surtout un BPA en augmentation année après année, donc en augmentation au cours du temps, puisqu'on passe d'un BPA de 1,56 $ en 2001 à 3,98 $ en 2011.
Alors je ferai une petite aparté ici, c'est qu'il est toujours intéressant de regarder en parallèle le résultat net au cours du temps. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un résultat net qui stagne au cours du temps, mais le BPA, lui, peut augmenter si jamais l'entreprise procède à des rachats d'actions. Donc il est toujours intéressant également de comparer le résultat net, l'évolution du résultat net au cours du temps pour voir si celui-ci est consistant, c'est-à-dire toujours positif, et puis surtout s'il est croissant au cours du temps. Donc on regarde ce qui s'est passé sur Procter & Gamble. Je vous ai mis la date ici de janvier 2012, donc on se place juste après l'analyse ici. On a le BPA pour les 10 années antérieures et puis on essaye de voir ce qui va se passer. Donc on a un BPA en croissance sur la période 2001-2011 et donc on attend une continuation de cette croissance du BPA et donc du cours de bourse de Procter & Gamble. Donc on voit que le prix de l'action Procter & Gamble était de 65 $ en janvier 2012. On s'attendait à une continuation de la hausse du BPA et donc du cours de bourse et on voit que l'action cote désormais 159 $, un peu plus de 10 ans plus tard. Autrement dit, lorsqu'une entreprise a un résultat net consistant et croissant au cours du temps, on peut s'attendre à ce que le résultat net continue à être consistant et croissant au cours du temps et donc on peut s'attendre à ce que le cours de bourse continue à augmenter au cours du temps. Alors je vous ai mis un deuxième exemple ici avec Coca-Cola, donc entreprise ayant un avantage compétitif durable. Donc là encore, on a le BPA de l'année 2001 à 2011. On voit que le BPA est constant au cours du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas de BPA négatif. Et puis on voit surtout que le BPA est croissant entre 2001 et 2011 puisqu'on passe d'un BPA de 1,60 $ à 3,85 $ en 2011. Alors là encore, on voit qu'on a une baisse du BPA en 2009 puisqu'on passe de 3,02 à 2,93, mais on voit que celui-ci se reprend l'année suivante puisqu'on remonte à 3,49 $. Alors on est en 2011, au moment où les auteurs du livre présentent ces chiffres, le cours de bourse de Coca-Cola est valorisé à hauteur de 65 $ par action. Cependant, Coca-Cola en janvier 2012 procède à un split et donc l'action passe de 65 $ à 32,50 $. Alors on va regarder ce que ça a donné, donc on est sur base de 32,50 $. Alors je vous ai mis le cours de Coca-Cola ici, donc en janvier 2012, qui tient compte du split qui a eu lieu début 2012. Et donc ce cours de Coca-Cola est de 34 $ quand on regarde celui-ci. Et on voit qu'au moment où je tourne cette vidéo, le cours de Coca-Cola est de 62 $, auquel il faut ajouter tous les dividendes qui ont été versés sur la période. Encore une fois, on a affaire à une entreprise ayant un avantage compétitif durable, un résultat net consistant et croissant au cours du temps, et donc on pouvait s'attendre en 2011 à ce que le cours de bourse de Coca-Cola continue à augmenter de la même manière au cours du temps. C'est ce qui s'est passé ici, on le voit avec le cours de bourse de Coca-Cola. Alors, je vous ai mis un troisième exemple qui est présenté dans le livre, cette fois-ci d'une entreprise cyclique, donc Ford. On voit ici que le BPA, donc le bénéfice par action, n'est pas consistant au cours du temps. Pourquoi? Parce qu'il est tantôt négatif, tantôt positif. Certaines années, il est très positif, certaines années, il est très négatif, comme en 2008 avec un BPA de moins 6,50 $. Donc ce que nous disent les auteurs de ce livre, c'est qu'une valeur comme Ford, qui est une valeur cyclique, ne peut pas être considérée comme une valeur qualitative. Et donc un investisseur comme Peter Lynch, qui a une approche différente, pourrait éventuellement la mettre donc dans les cyclicals, dans les valeurs cycliques, et pourrait essayer de l'acheter en bas de cycle pour essayer de la revendre en milieu de cycle ou en haut de cycle. Un Warren Buffett aurait tendance à ne pas se focaliser sur ce genre de valeur. Donc on a ici le BPA de Ford entre 2001 et 2011 et on voit ici l'évolution du cours de bourse. On voit que c'est une action très volatile avec un cours de bourse qui fluctue beaucoup entre les points hauts et les points bas. Alors je vous ai mis une quatrième et dernière action, donc l'action AMD, et là encore on peut dire que ce n'est pas une valeur qualitative. Pourquoi? Parce que le BPA, donc ici le bénéfice par action, n'est pas consistant au cours du temps. Pourquoi? Tout simplement parce que là encore il est tantôt négatif, tantôt positif, et puis il n'est pas croissant au cours du temps. Et donc il s'agit pour AMD au moment de cette étude, donc en 2011, d'une valeur cyclique. Alors on va voir que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cette valeur est restée une valeur cyclique pendant très longtemps. D'ailleurs on note que lorsqu'on regarde l'évolution du cours de bourse d'AMD entre 1980 et 2015 environ, on a une très forte cyclicité du cours de bourse d'AMD. Alors on voit que c'est différent depuis 2015 puisque le cours d'AMD est croissant, ce qui laisse penser que le BPA est devenu consistant au cours du temps et puis croissant au cours du temps. Bien entendu, ceci reste à vérifier.
Alors les auteurs de ce livre mettent l'accent sur la notion d'action obligataire très chère à Warren Buffett et donc je vais vous présenter cette notion tout de suite. Buffett considère qu'une entreprise ayant un avantage compétitif durable génère un résultat net si prévisible que son action est proche d'une obligation à coupon variable. Le rendement de ce type d'action est plus prévisible et cette action est donc moins volatile. Par ailleurs, la croissance du résultat net entraîne une augmentation de la valeur intrinsèque de l'entreprise au cours du temps et ça, c'est un élément très important pour un investisseur à long terme. Alors Buffett considère qu'il y a deux composantes, d'un côté le taux de rendement initial et de l'autre le taux de croissance historique du bénéfice par action. Alors le taux de rendement initial se calcule de la manière suivante, on prend le dernier bénéfice par action et on le divise par le prix de l'action. Alors prenons l'exemple suivant, imaginons une action dont le prix est de 100 $ et dont le BPA est de 8 $ par action. Ça nous fait 8 $ divisé par 100 $ égale 5,33% de rendement initial attendu. Buffett considère que le taux de rendement initial, donc celui qu'on vient de calculer, va croître au rythme du taux de croissance historique du BPA et donc les auteurs de ce livre nous montrent comment calculer ce taux de croissance historique du BPA et comment estimer le rendement futur attendu. Alors les auteurs regardent le BPA de Coca-Cola donc entre 2001 et 2011 et ils essayent d'estimer le prix de Coca-Cola en 2021, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc voilà la projection des auteurs pour Coca-Cola en 2011. Le prix de l'action est de 65 $, donc ça c'est avant le split qui intervient début 2012. Le dernier BPA à l'époque est de 3,85 $, ce qui nous fait un rendement initial attendu de 3,85 $ divisé par 65 $ égale 5,9%. Le taux de croissance historique du BPA est de 9,18% et je vais vous montrer comment celui-ci est calculé. Et donc on utilise 11 années de BPA, donc de 2001 à 2011 et puis à l'aide d'une calculatrice financière on va rentrer ici la valeur de départ donc un BPA de 1,60 $, la valeur d'arrivée donc un BPA de 3,85 $ et puis on va calculer le taux de croissance annuel sur 10 ans donc en anglais le CAGR donc Compound Annual Growth Rate. Et donc on voit ici que le taux de croissance du BPA annuel de Coca-Cola sur 10 ans est de 9,18%, c'est ce qu'on a ici. Et donc pour revenir à la projection des auteurs pour Coca-Cola en 2011, on a un prix de l'action de 65 $, un BPA de 3,85 $, un rendement initial attendu de 5,9% et un taux de croissance historique du BPA de 9,18%. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir calculer le BPA projeté en 2021, donc on va utiliser le dernier BPA, donc 3,85 $ fois 1 plus le taux de croissance historique du BPA qu'on a calculé ici, le tout à la puissance 10, pourquoi ? Parce qu'on veut connaître la valeur du BPA 10 ans plus tard. Alors le BPA projeté 2021 est le suivant, donc 3,85 $, le dernier BPA, multiplié par 1 plus le taux de croissance historique du BPA qu'on a calculé, donc en valeur décimale ici 0,0918, le tout à la puissance 10, et ce qui nous fait un BPA projeté en 2021 de 9,27 $. Une fois qu'on a calculé ce BPA projeté, on va pouvoir calculer le prix projeté en 2021 en faisant le BPA projeté multiplié par un PER conservateur. Ce qu'on va faire et ce que font les auteurs de ce livre, c'est qu'ils utilisent le PER le plus faible de ces 10 dernières années. Donc on est en 2011, on va utiliser le PER le plus faible des 10 dernières années. Il s'avère que le PER le plus faible de 2001 à 2011 est un PER de 16. Donc il ne nous reste plus qu'à trouver le prix projeté en 2021. Donc on fait le BPA estimé en 2021, 9,27 $, multiplié par un PER conservateur, le PER le plus faible des 10 dernières années, donc 16, ce qui nous donne un prix projeté en 2021 de 148,32 $. Alors il est important de constater que le prix observé en 2021 est en réalité de 138 $ lorsqu'on tient compte du split de 2012 et des dividendes versés. Donc on voit qu'on n'est pas loin de l'estimation faite en 2011. Ce que l'on peut noter ici, c'est que le rendement annuel de Coca-Cola a fait moins bien que le rendement offert par le marché, mais celui-ci était relativement prévisible, ce qui est plutôt une bonne chose pour un investisseur de long terme. Alors je vous montre ici l'action Coca-Cola, je vous rappelle qu'ici le prix qui est affiché c'est le prix
après le split en 2012, ce qui veut dire qu'avant le split en 2012, il faut multiplier ce prix par 2. Donc en janvier 2012, on serait à peu près à 68 $ par action. Et donc ça veut dire que le prix qui est ici, 62, serait multiplié par 2, ce qui veut dire qu'on serait sur un prix de 125 $ environ. Lorsqu'on rajoute les dividendes, on est sur un prix de 138 $ environ, ce qui veut dire qu'on est bien sur un rendement annuel d'environ 7,32% au cours de ces 10 ans. Encore une fois, Coca-Cola n'a pas battu le marché sur les 10 ans qui nous concernent ici, mais ces rendements étaient relativement prévisibles, ce qui est encore une fois un facteur extrêmement intéressant pour un investisseur à long terme. D'où l'idée d'investir dans des entreprises qualitatives. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois un rendement relativement prévisible et puis on a une volatilité moindre par rapport au reste du marché. Bien sûr, l'idée, c'est d'investir dans ces entreprises lorsque le rendement attendu au cours des 10 prochaines années est relativement intéressant. Alors, ce que je vais faire pour terminer cette vidéo, c'est que je vais me focaliser sur l'entreprise Netflix. Vous savez peut-être que l'investisseur Bill Ackman vient d'acheter pour 1,1 million de $ d'actions Netflix qu'il pense décoter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette approche sur Netflix pour essayer d'imaginer quel pourrait être le cours de bourse de Netflix en 2032. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré 11 années de BPA entre 2011 et 2021. On voit que le BPA est constant au cours du temps, c'est-à-dire qu'il n'est jamais négatif au cours des 11 dernières années. Et puis surtout, il est croissant au cours du temps puisqu'il passe de 0,59 $ en 2011 à 11,24 $ en 2021. Alors vous voyez que de mon côté, j'utilise un BPA dilué, c'est-à-dire que je prends en compte la dilution potentielle des actionnaires. Ça veut dire que je suis extrêmement conservateur au niveau du BPA que j'utilise. Alors je vous rappelle également qu'il est important de regarder l'évolution du résultat net au cours du temps pour voir si ce BPA n'est pas manipulé à l'aide de rachats d'actions. Alors ce qu'on voit, c'est que le dernier bénéfice par action est de 11,24 $ et puis on voit que Bill Ackman a construit sa position dans Netflix à un cours de 360 $. C'est ce que j'ai mis ici. Ce qui nous donne un rendement annuel initial attendu de 3,1%. On fait tout simplement le dernier BPA divisé par le cours de bourse. Alors ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai calculé le taux de croissance du BPA sur 10 ans. Donc on trouve ici un taux de croissance de 34,27% par an, ce qui est énorme. Et puis j'ai calculé le taux de croissance du BPA sur 5 ans et on trouve ici un taux de croissance de 92,07%, ce qui est encore plus énorme. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer les formules que j'utilise. Vous pourrez essayer de le refaire de votre côté. Donc j'utilise un taux de croissance conservateur du BPA de 20%, ce qui me permet de projeter le BPA 10 ans plus tard. Donc sur base d'un BPA de 11,24 $, en utilisant un taux de croissance de 20%, ça nous donne un BPA de 69,6%. Alors comment je fais ? Tout simplement, je prends la cellule qui est ici, E2. Donc si on prend E2 ici, je prends le dernier BPA, je le multiplie par 1 plus le taux de croissance historique du BPA. Donc j'utilise un taux conservateur, 20% ici. Je pourrais bien entendu utiliser l'un de ces deux taux, mais je préfère être plus conservateur, donc j'utilise un taux de 20% ici. Donc B19, on le voit ici. Et puis je mets le tout à la puissance 10 pour essayer d'anticiper, ou en tout cas de projeter un BPA 10 ans plus tard. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin d'un PER conservateur. Je regarde le PER le plus faible au cours des 10 dernières années. Je vois que celui-ci est de 17, je le rentre ici. Et puis je calcule un PER optimiste qui est simplement le double de mon PER conservateur. Donc je fais 17 x 2 égale 34. Une fois que j'ai fait ça, je fais une projection conservatrice du prix de l'action à 10 ans, tout simplement en faisant mon BPA projeté à 10 ans multiplié par mon PER conservateur. Ça me donne ici un cours de bourse pour Netflix de 1183 $. Je fais ensuite la même chose avec mon scénario optimiste, donc je multiplie le BPA projeté par le PER optimiste, ce qui me donne 2366 $. Donc je vous ai mis ici la multiplication de l'investissement de départ avec un scénario conservateur. On voit que celui-ci est de 3,3 donc sur 10 ans et la multiplication de l'investissement de départ avec un scénario optimiste. On voit que celui-ci est de 6,6. Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer un rendement conservateur, donc rendement annuel total attendu sur base de ces estimations. Et donc on va faire tout simplement la cellule B25, donc B25, donc le prix conservateur, la projection conservatrice du prix de l'action à 10 ans, donc 1183
dollars divisé par le prix de départ, donc B3, la cellule B3 ici, 360 dollars. Le tout à la puissance 1 divisé par 10, le tout moins 1. Ça nous permet de calculer un CAGR, donc un Compound Annual Growth Rate, ce qui correspond tout simplement au rendement annuel attendu sur base d'un scénario conservateur. Et on arrive à un taux de rendement attendu de 12,63% par an. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que sur base du BPA, en tout cas du BPA dilué, ce qui est déjà conservateur, sur base d'un taux de croissance conservateur du BPA de 20% au cours des 10 prochaines années, on arrive ici sur un rendement annuel attendu compris entre 12 et 20% par an, ce qui est un rendement très important si jamais ce scénario se produit. Donc mon but est tout simplement de vous montrer un exemple, ici Netflix, puisque Bill Ackman est rentré sur le titre récemment, et donc c'est de vous montrer quel est le rendement attendu au cours des 10 prochaines années, basé sur cette estimation sur base du BPA. Donc on peut voir que les rendements attendus sont relativement importants, c'est peut-être ce qui explique pourquoi Bill Ackman est rentré sur le titre. Maintenant, lorsqu'on essaie d'estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise, il est toujours important d'utiliser différentes méthodes de valorisation. Donc on peut utiliser cette projection à l'aide du BPA, on peut également utiliser un DCF, où on peut regarder les multiples de valorisation et les comparer aux multiples de valorisation historique, par exemple. Voilà, donc bien entendu, si vous avez des questions sur cette méthode de valorisation, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours bon pour l'algorithme. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.